Bonjour messieurs. Nous aurons un petit mot d'introduction par Nicolas Portier, délégué général de la DCF. Bonjour Nicolas. Ensuite, un point de cadrage par Guillaume Basset, directeur territoire d'industrie à la NCT. Bonjour Guillaume Basset. Bonjour à tous. Qui sera suivi par l'illustration de ce qui se passe sur le territoire du bassin de Pompey par le vice-président économie de la DCF, Laurent Troblic. Bonjour, merci de vous être joint à nous. Et on aura ensuite donc une deuxième partie qui sera plutôt sur les accompagnements et sur la prospective dans cette heure et demie de web rencontre. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est de laisser la parole à Nicolas. Si tu veux bien prendre la main, Nicolas, je te laisse ouvrir cette rencontre. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Très rapidement pour introduire ce nouveau webinaire, je vous dis qu'il y en aura certainement d'autres au cours de ces prochaines semaines. Donc rappeler à la fois l'investissement de notre association dans ce programme Territoire d'industrie que nous avions appelé de nos voeux. Nous avons en effet largement débattu de ces sujets autour de plusieurs colloques et nous essayons d'accompagner, de faire des travaux spécifiques d'accompagnement des territoires d'industrie. Et bien sûr, nous sommes très en veille sur ce qui se passe en ce moment avec la crise sanitaire, le confinement, ses impacts et maintenant la reprise progressive de l'activité. Alors, notre webinaire d'aujourd'hui doit nous permettre d'avoir un état des lieux, notamment avec vos témoignages et vos remontées dans les petites questions qui seront posées, sur les mesures d'urgence, sur l'état un peu des troupes sur le terrain, avec des grandes diversités certainement de situations en fonction du type d'activité industrielle qu'héberge ou qu'accueillent vos territoires, compte tenu des impacts assez différents que la crise peut avoir sur les activités industrielles à court terme. Nous travaillons actuellement sur les questions économiques de manière plus large avec l'ensemble de nos adhérents sur les mesures d'urgence qui ont été prises sous des formes différentes dans le soutien immédiat aux différentes entreprises des territoires, que ce soit le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce, le soutien au secteur associatif. Donc nous essayons d'analyser en temps réel les modes d'intervention. Nous rappelons que nous sommes à votre disposition pour faire du conseil, de la recommandation pour sécuriser les modes d'intervention. Donc c'est un gros travail. Nous sommes en lien avec bien sûr les cabinets ministériels et les parlementaires aussi pour voir s'il y a besoin d'assouplissement sur un certain nombre de mesures de soutien en avance remboursable ou en subvention, ça dépend des choix. Les articulations avec les fonds régionaux qui se sont mises en place dans pas mal de régions et qui nous semblent être une bonne solution. Donc nous avons à consacrer à ces sujets déjà un webinaire la semaine dernière, peut-être que certains d'entre vous l'ont suivi. Aujourd'hui, nous voulons vraiment faire un zoom, c'est le cas de le dire, sur les territoires d'industrie, sur les programmes, les équipes, les binômes, les dispositifs de pilotage, de voir en effet où en sont les territoires, comment nous pouvons essayer de les accompagner. Nous avons tendance à penser que ces territoires d'industrie font partie un peu du fer de lance de la relance possible demain, avec des sujets, bien sûr, qui aujourd'hui portent sur la question des impacts de la crise dont nous allons parler, avec un peu l'exposé de Guillaume que je tiens à remercier, les impacts sur les différents territoires d'industrie, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, de voir un petit peu comment le dispositif territoire industrie accompagne, si possible, les entreprises dans cette crise. Et nous voulons en effet, dans un deuxième temps, essayer de préparer un peu la suite des événements. Alors la DCF, son conseil d'administration s'est réuni il y a une quinzaine de jours, a adopté des propositions pour à la fois des analyses sur les impacts territoriaux de la crise et des propositions en vue de la reprise d'activité puis de la relance. Ce document est disponible, accessible, on va vous l'adresser. Nous travaillons par ailleurs à un document qui devrait partir aujourd'hui sur la mise en œuvre, au-delà de l'économie, du déconfinement, avec un certain nombre de questionnements, de recommandations pour réussir ce déconfinement qui conditionne la reprise des activités économiques. Donc voilà, nous voulons travailler un peu en deux temps. Les mesures de soutien, de maintien du tissu économique en vie, c'était déjà la priorité. Les grandes mesures nationales, les mesures régionales, l'accompagnement local nous semble en effet avoir quand même permis ici ou là de bien sécuriser un certain nombre d'entreprises pour éviter un effondrement. Donc ces mesures d'urgence ont permis de maintenir pour le moment
notre tissu économique en activité, en tout cas de le maintenir en vie. Mais viendra en effet un deuxième temps, et c'est peut-être la deuxième partie de notre réunion. François Blouvac de la Banque des Territoires devrait nous rejoindre pour voir comment on peut déjà se projeter sur le rebond. Donc je laisse tout de suite la parole à Guillaume Basset, tout en remerciant encore la délégation au territoire d'industrie pour l'excellent partenariat que nous avons avec elle depuis le début. Merci. Bonjour à tous, merci Nicolas. Un grand merci à la DCF pour l'organisation de ce webinaire. Même si on a l'occasion au niveau de la délégation d'avoir des échanges très réguliers avec vous, c'est un moment important après 6 semaines de confinement d'avoir votre retour terrain. On est en train de travailler à une étape de territoire d'industrie, notamment dans le cadre du plan de relance, et les échanges, vos questions, vos retours terrain sont extrêmement importants pour moi, pour la délégation et évidemment pour les ministres Jacqueline Gourault et Agnès Pannier-Runacher. Alors, dans une première partie, effectivement, je vais évoquer la question des impacts de la crise, mais avant tout, je voudrais revenir sur les fondamentaux, en fait. Alors, évidemment, on ne perçoit pas tous les impacts de la crise, mais en tout cas, quelques fondamentaux. Premier, il me semble, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté sans industrie. On est autour de la table, on est tous convaincus, mais on l'est davantage au sein de la société. Le deuxième élément, c'est que l'industrie a un rôle social majeur, un rôle économique, mais un rôle social. On l'a vu avec la mobilisation que je trouve vraiment impressionnante dans l'ensemble des territoires d'industrie en matière de production de gel hydroalcoolique, en matière de masques, en matière de visières, en matière de blouses. Et ça, c'est tout à fait important. L'industrie, ce n'est pas seulement des nuisances, c'est aussi un rôle social fondamental et c'est la solution. C'est pour ça que les débats en cours sur les sujets de relocalisation me semblent et nous semblent avec la DCF être une véritable opportunité pour le programme et pour territoire d'industrie que vous conduisez dans vos territoires. Mais on va parler ensuite du rebond. Avant de parler rebond, on souhaitait avec Nicolas revenir sur la question des impacts. D'abord, évidemment, les impacts macroéconomiques, mais je ne vais pas m'appesantir longtemps là-dessus. On est tous informés, évidemment, donc des chiffres. Donc, c'est évidemment une crise d'une nature et d'une ampleur inédite. Hein. C'est à la fois un choc d'offres et un choc de demande. Les estimations tournent autour d'une contraction du PIB de la zone euro entre 7 et 13%. Hein. Pour mémoire, en 2008-2009, c'était moins de 5%. Donc, c'est un impact considérable et tous les territoires d'industrie vont évidemment être impactés. Alors, de manière variable, on en reparlera ensuite. Plus de 11 millions de salariés qui sont en chômage partiel, qui sont aujourd'hui payés par l'État. C'est du jamais vu, c'est sans précédent. Plus de 60% des salariés du secteur privé sont en chômage partiel. Et 60% de la baisse de revenus national est absorbée par les administrations publiques et surtout par la hausse du déficit. Pour autant, 35% sur les comptes des entreprises, donc ce qui pose évidemment la question du rebond. Je voulais revenir avec vous aussi sur les filières qu'on est en train de regarder de très près au niveau du ministère de l'Économie et des Finances et faire quelques focus sur quelques filières qui nous semblent et qui me semblent devoir être surveillées de très près dans vos territoires d'industrie. Il y a évidemment la situation de la métallurgie et je laisserai, je pense que Laurent Trogli qui reviendra, mais compte tenu de son territoire, mais c'est une situation qui est extrêmement difficile avec des frais fixes, notamment dans la sidérurgie, qui sont très très élevés hein, pour maintenir en l'état les installations. Donc on est très très inquiet. Je pense qu'il faut effectivement surveiller de très près ce secteur. Le deuxième secteur, c'est l'électronique.
et notamment tout le réseau de la sous-traitance. Troisième secteur, c'est l'aéronautique. Tout le monde en parle. Les effets s'annoncent très, 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 très durs. Et je sais, pour en discuter avec vous, vous en avez conscience, mais en particulier les territoires d'industrie qui abritent de la sous-traitance aéronautique, qui sont monofilières avec des entreprises de moins de 1000 salariés, non soumises à l'obligation de revitalisation. Donc, sur ce secteur-là, on est évidemment extrêmement inquiet. L'automobile, les équipements et télécoms, le transport et la logistique, moins de 70% d'activité, c'est considérable. Les industries culturelles et créatives, et j'ajouterai une autre filière qui n'apparaît pas dans le PowerPoint, c'est la filière du bois, en particulier en lien avec le marché de la construction, qui est également dans une situation très, très inquiétante. Alors, évidemment, à côté de cette approche filière, il y a des impacts territoriaux qui seront variables d'un territoire à l'autre. Avec les services de l'ANCT et en partenariat étroit avec la DCF et la Banque de France, on a élaboré un certain nombre de cartes pour le webinaire de ce matin. Tout d'abord, une carte des territoires d'industrie selon l'indice de spécialisation. Donc, tous vos territoires d'industrie ont une partie de spécialisation, mais figurent dans cette carte les territoires qui ont une spécialisation sectorielle extrêmement forte ou forte. Donc, on en recense près de 60, 59 pour être exact. Évidemment, ces cartes seront mises à votre disposition après le webinaire. Deuxième carte qui nous semblait intéressante de vous présenter, c'est les territoires d'industrie qui ont la part d'entreprises jugées fragiles, donc avec des cotations 5 et 6 de la Banque de France dans l'emploi salarié total. Donc là, sur cette carte, vous avez 61 territoires d'industrie pour lesquels la part des entreprises fragiles dans l'emploi salarié est supérieure à 26%. Donc, c'est supérieur à la moyenne nationale, mais sur cette carte, certains territoires ont des taux qui dépassent les 30%, les 40%, les 50%. C'est une carte qui a été travaillée par la Banque de France dans le cadre du partenariat que la DCF a noué, et évidemment, on vous la mettra également à disposition. Troisième carte qu'on voulait vous restituer, sont les territoires d'industrie qui sont les plus exposés au secteur automobile ou aéronautique. Donc là, on a mis les 12 territoires d'industrie sur la filière automobile qui sont les plus concernés et les 11 territoires d'industrie qui sont les plus concernés par l'aéronautique, pour lesquels l'aéronautique ou l'automobile représentent une part très, très significative de l'emploi industriel. Donc, évidemment, ce sont des cartes qui sont partielles parce qu'un grand nombre d'entre vous est sur des territoires fortement liés, notamment à l'aéronautique. Donc, cette carte-là mérite d'être affinée, mais ça donne, disons, quelques éléments, notamment dans le cas des réflexions qu'on a sur un PAC rebond territoire d'industrie, mais j'y reviendrai ensuite. Alors, on a mené au niveau de la délégation au territoire d'industrie une quarantaine d'entretiens. Donc, on a mené un sondage d'abord sur 23 territoires d'industrie, puis on a ensuite étendu. Il y a 3 phases importantes effectivement à manager dans votre territoire d'industrie. Il y a évidemment la phase de confinement qui malheureusement n'est pas terminée. On appelle l'économie de guerre. Et qui, malgré le déconfinement partiel le 11 mai, un certain nombre d'effets vont se produire. Les besoins qui étaient ceux des soignants sont maintenant ceux du travail social, d'autres secteurs. Et donc, évidemment, cette phase-là va se poursuivre encore pendant de longues semaines. Une phase qui, effectivement, se manifeste par la mise en coma d'une grande partie de notre économie, et dans le même temps, un élan de solidarité inédit
Moi, ce qui m'a fortement marqué, c'est aussi tout le mouvement des makers, c'est-à-dire des individus qui se mobilisent en lien avec les industriels, en lien avec les élus, pour répondre aux besoins des soignants, mais pas seulement. Et je pense que c'est une tendance de fond qui est en lien notamment avec l'agilité de l'industrie, le compactage de l'industrie. Et je pense que ça méritera d'être étudié au niveau national, mais aussi au niveau territorial. Deuxième phase, c'est la reprise d'activité. Je sais que les élus des territoires d'industrie sont très, très fortement mobilisés et on les en remercie. Évidemment, la remise en route des services publics et puis l'objectif au niveau industriel d'éviter la casse. Et enfin, la phase de rebond. Donc, comme vous savez, il y a eu un certain nombre de prises de parole officielles. Donc, sur le plan de relance, on s'achemine vers un plan de relance qui serait annoncé en septembre ou octobre. Ça peut paraître tardif pour certains. Donc, il y aura des mesures qui seront annoncées et les ministres se sont exprimés avant cette date-là, mais le plan de relance global, et on en parlera dans une deuxième séquence, sera sans doute annoncé à ce moment-là. Les propositions que vous formulez dans le cadre de la DCF et territoire par territoire sont extrêmement importantes puisque le travail est en cours. Et donc, un certain nombre de territoires d'industrie m'ont transmis des notes de propositions et je les en remercie. Donc, n'hésitez pas à nous fournir du matériau et évidemment, la délégation au territoire d'industrie s'engage à diffuser tout ça dans les différentes réunions qui sont pilotées par Mathilde. Évidemment, il y a un certain nombre de dispositifs, de mesures d'urgence qui ont été annoncées par l'État, par les régions, par les intercommunalités. Et je salue la forte mobilisation des intercommunalités, notamment dans le cas des fonds résilience, en partenariat avec les conseils régionaux et l'État. Voilà, votre intervention est tout à fait majeure. Donc, je ne vais pas revenir sur les différents dispositifs d'urgence que vous connaissez très très bien. Les prêts garantis par l'État, il y en a plus de 43 milliards d'euros de prêts à la date d'hier soir ont été accordés aux entreprises. Et évidemment, le chômage partiel qui se poursuit, le fonds de solidarité et puis les fonds résilience. Simplement, je souhaitais revenir vers vous sur 3 dispositifs qui sont moins connus, qui, à mon sens, doivent être utilisés davantage. Premier dispositif, c'est le FNE Formation, le Fonds national pour l'emploi, formation, qui permet de prendre en charge 100% des dépenses de formation à distance des entreprises industrielles de vos territoires. Il suffit simplement d'envoyer une demande à la directe de votre territoire et la prise en charge est de 100%. Voilà. On sait qu'un certain nombre de nos pays concurrents, pendant le confinement, ont eu recours massivement à ce type de dispositif, à ce type de formation à distance. Alors évidemment, toutes les formations, en particulier au niveau industriel, ne peuvent pas être menées à distance, mais une partie l'est. Et je pense que c'est un dispositif qui mérite d'être utilisé. 2 autres dispositifs qui ne sont pas encore opérationnels, mais qui vont l'être dans les tout prochains jours. Et ça s'adresse pour les entreprises qui n'ont pas pu bénéficier des prêts garantis par l'État parce que leur situation était fragile. Ce sont des entreprises en restructuration et qui ont des difficultés d'accès au marché du crédit. Donc, 2 mesures ont été annoncées. Le FDES, le Fonds de développement économique et social, qui a été doté, qui est passé de 75 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Donc, il y a eu des annonces du ministre Bruno Le Maire et d'Agnès Pannier-Runacher en la matière. Il sera opérationnel dans les prochains jours. Donc, vos interlocuteurs pour ces entreprises-là, ce sont les CRP, les anciens commissaires au redressement productif, qui sont région par région, ils sont à votre disposition. Et puis, par ailleurs, a été annoncée une enveloppe d'avance remboursable d'un montant
de 500 millions d'euros. Pareil, ce sont les mêmes interlocuteurs, les mêmes interlocuteurs. Donc, tous ces dispositifs seront précisés à partir de la semaine prochaine dans le guide méthodologique territoire d'industrie qu'on diffusera sur Internet, sur LinkedIn, sur les différents sites ministériels et via la DCF et Région de France. Donc, tout ça sera public. Voilà. Vous dire aussi que l'enquête par échantillon qu'on a menée au tout début du confinement, donc sur 23 territoires d'industrie, puis qu'on a étendu ensuite, a été très importante aussi pour la construction des dispositifs d'urgence. Le fait aussi qu'un certain nombre d'entre vous nous ait fait remonter le fait que toutes les entreprises n'avaient pas recours au PGE, aux prêts garantis par l'État, les difficultés sur le chômage partiel, les difficultés d'accès aux plateformes, les difficultés concernant le fonds de solidarité sont des retours qui ont été extrêmement importants pour les ministères. Voilà, donc ça, je souhaitais vous le dire. On ne vous a pas fait de retour là-dessus, mais c'est extrêmement important. On souhaite le poursuivre par étapes. Voilà, avoir vos retours terrain. Les webinaires font partie des retours terrain possibles. Et puis ensuite, les entretiens téléphoniques qu'on mène au niveau de la délégation. Cette enquête aussi a quand même révélé que tous les territoires d'industrie s'étaient dotés d'une cellule d'urgence, en moyenne avec 5 agents par territoire d'industrie. Donc, c'est assez considérable. Ce n'est pas suffisamment connu au niveau médiatique. Et je pense que ça mériterait de l'être davantage. Donc, un grand merci pour votre mobilisation et surtout, moi, j'attends vos questions et après, on reparlera de la phase rebond du plan de relance et des travaux qui sont menés. Voilà, donc merci à tous. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Basset. Nicolas, peut-être juste avant que Laurent Troglic nous donne un petit peu l'illustration de comment ça se passe sur le bassin de Pompée, peut-être qu'on peut voir un petit peu avec nos participants qui sont déjà 150 presque actuellement, une ou deux questions sur l'état de leur reprise d'activité sur les territoires. Oui, juste un point aussi sur les questions. Alors, on essaie de répondre au fil de l'eau sur les questions qui sont inscrites. Il y en a une, c'est pas une manipulation, je crois, sur les données de Guillaume, les données Banque de France, c'est de l'an dernier, c'est des données avant crise. Donc là, pour le moment, c'était la fragilité. On a utilisé ces données aussi dans notre document de mesure d'impact. C'est bien sûr l'état des troupes, comment je dirais, au moment où on est rentré dans la crise. Donc, c'était des données qu'avait présentées la Banque de France à notre congrès en octobre. C'est des données début 2019. Bien sûr, cette situation financière, cette cotation Banque de France va évoluer très fortement avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a eu des remarques aussi sous le contrôle de Guillaume sur le poids de l'aéronautique. On ne voyait pas de Toulouse. La carte, on peut avoir d'autres angles. Bien sûr, tout le monde connaît le poids de l'aéronautique à Toulouse. Après, quand on regarde en pourcentage de l'emploi dans un secteur donné, dans une grande métropole comme Toulouse, l'aéronautique c'est très important, mais le pourcentage peut être moins élevé que dans une agglomération comme Rochefort ou un territoire comme le bassin d'Albert, le pays du coquelicot, où là le poids de l'aéronautique sur l'ensemble de l'emploi total va être encore plus élevé. Donc voilà, c'est pour répondre à des questions qui ont été posées. Tout à fait. Concernant la troisième question qui est posée par Christelle, par François Delorme sur la prise en charge des coûts pédagogiques, c'est 100%. C'est-à-dire que évidemment tous les coûts de prise en charge des salaires des salariés est pris en charge via le chômage partiel, donc ça fait pas partie des dépenses qui sont prises en charge, mais toutes les dépenses pédagogiques à 100% sont prises en charge par le FNE Formation. Si la formation coûte de moins de 1 500 €, vous pouvez y aller tout de suite. C'est une simple déclaration auprès de la directe. Au-delà, la directe va instruire dans des délais très rapides, mais avec le principe d'une prise en charge également à 100%. Donc, il faut vraiment vous en saisir. Certains territoires d'industrie s'en sont bien saisis. On a eu les retours en la matière. Je pense qu'il faut que tous les industriels soient informés, notamment pour tout ce qui est fonction support,
digital, marketing, etc., des formations qui peuvent être menées à distance. Et je vous invite à regarder dans le chat puisque Lucas vous a envoyé un lien d'information effectivement sur FNE Formation pour tout le monde. Donc Cécile, on peut peut-être poser des petites questions avant que Laurent Oui, tout à fait. Alors, propose un témoignage, ça permettra d'éclairer un petit peu au niveau national, exactement. des Alors, éléments d'ambiance. pour prendre un petit peu la température sur la reprise d'activité en cours sur vos territoires, on vous demande où en est la reprise de l'activité industrielle dans votre territoire, très faible, plutôt faible, moyenne ou forte. Donc, je vous laisse prendre le temps de cliquer sur votre réponse. Je vois que ça répond assez rapidement, c'est l'avantage. Et puis, on va pouvoir regarder ensemble les résultats dès que ça se sera stabilisé. Allez. J'attends quand même qu'on ait une grosse majorité de votants. Ça met toujours un suspense insoutenable. Allez, ça se stabilise. Je vous propose de mettre fin au sondage et de vous le partager. Donc, on en est plutôt à 56% de nos participants répondants qui disent une reprise d'activité industrielle moyenne, 36% plutôt faible, 3% très faible, plutôt positif, et 6% en revanche ont la chance d'avoir une reprise forte sur le territoire. Voilà. Alors, peut-être au niveau de l'animation du dispositif territoire d'industrie également, nous avions une petite question pour vous et puis je pense qu'on pourra demander à Laurent Troglic également ce qu'il en est sur son territoire par la suite. La question, vous allez la voir, c'est le dispositif d'animation de votre territoire d'industrie est-il désactivé depuis le début de la crise, toujours actif mais surtout pour parer aux urgences, donc le strict nécessaire, toujours actif pour gérer l'urgence mais également engagé dans des réflexions et projets pour la relance ou autres. Et à ce moment-là, vous pourrez éventuellement nous en parler tout à l'heure. Ce sera l'occasion de savoir un petit peu ce qu'il en est. Alors, le temps que tout le monde réponde au sondage, on a Monsieur Thomas Varnier qui a levé la main. Peut-être qu'on peut prendre votre prise de parole pendant que tout le monde répond au sondage. Monsieur Varnier, je vais vous permettre de parler. Alors, j'ai activé votre micro. On devrait vous entendre. Bonjour, alors je suis absolument désolé, c'est juste une fausse manipulation. J'étais en train de changer de fenêtre et voilà, j'avais pas encore. J'aurai peut-être plus tard effectivement des questions. En tout cas, fort intéressant tout ce qui est dit. Je vous remercie vraiment voilà, d'organiser ça parce que je pense qu'on en avait besoin. On est chacun, à mon avis, concentré sur ce qui est un peu normal sur son propre territoire. Et c'est assez intéressant d'avoir une vision beaucoup plus globale, quoi. Mais voilà, désolé pour la fausse manipulation et pas de souci éventuellement pour avoir des questions. Et ben, on vous garde en tête tout à l'heure. À tout à l'heure alors. Alors, je vais mettre fin au sondage et puis vous pouvez partager les résultats dans ce cas. Donc, on a 33% de nos participants qui disent qu'il est désactivé depuis le début de la crise, le dispositif territoire d'industrie, enfin son animation en tout cas. 22% qui disent qu'il est toujours actif, mais surtout pour parer aux urgences. 33% qui nous dit toujours actif pour gérer l'urgence et engagé dans des réflexions et projets pour la relance. Et 12% autres qui viendront peut-être nous en parler tout à l'heure. En attendant qu'on puisse effectivement échanger, je vous propose que Laurent Troglic, donc vice-président économie de notre association, vous puissiez nous faire un petit retour sur comment ça se passe dans le bassin de Pompée, à la fois un petit état des lieux et puis sur le dispositif territoire d'industrie également. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Je vais rebondir très rapidement sur ce qu'a dit Guillaume Basset, qui paraît essentiel et qui montre effectivement que les territoires d'industrie ont
ont un rôle très particulier dans la gestion de cette crise et dans notre quotidien. Pas de souveraineté sans industrie, on le voit bien aujourd'hui, de dépendre de l'extérieur a quand même quelques limites, et puis surtout montrer que la capacité de nos industries, y compris en termes d'adaptation dans cette période, a été essentielle pour pouvoir, je le dis et je le répète souvent, utiliser finalement une forme de système D pour pouvoir répondre au mieux aux besoins et aux conditions de cette crise sanitaire. Alors, le rôle social a été certes essentiel, c'est-à-dire que les contacts que nous pouvons avoir sur nos territoires, et plus particulièrement sur nos territoires d'industrie avec l'ensemble du monde économique, a montré très vite que ces contacts faisaient un réseau énorme, essentiel et fort important sur lequel on a pu s'appuyer, puisque de façon simple et naturelle, la solidarité s'est mise en place, les entreprises trouvant dans leur stock de masques ou autres des capacités à fournir les personnels soignants ou les structures médicales, et donc vraiment une forte mobilisation de chacun qui s'est fait de façon naturelle et très rapide. Alors, dans notre territoire, nous avons finalement un impact un peu différent. Guillaume Basset l'a dit, sur la métallurgie, plutôt un arrêt effectivement de la production très rapide, même si aujourd'hui les entreprises commencent à réimaginer, de relancer plusieurs problématiques, éventuellement la possibilité, enfin, la baisse des commandes ou l'arrêt des commandes ou la suspension des commandes. La deuxième, c'est effectivement la problématique de la matière première ou des éléments nécessaires à l'activité de l'entreprise. Mais néanmoins, ce qui pose problème, c'est souvent que nous étions face à une industrie qui était en train de trouver une nouvelle dynamique, qui portait des investissements, qui était en train de mettre en place des machines-outils pour pouvoir répondre à des commandes. Et on a eu une forme de frein important qui s'est mis en place avec cette crise. Et on espère que l'impact sera le plus réduit possible dans cette sortie par rapport à cette dynamique qui était engagée. D'autres entreprises qui étaient plutôt sur des créneaux d'industrie nécessaires à la vie du quotidien ou aux besoins aujourd'hui dans le cadre des activités médicales ont poursuivi leur activité, mais ont éventuellement vu celle-ci relativement réduite par rapport à la disponibilité des salariés, qui, pour des raisons diverses, se sont mis, ont demandé des autorisations spéciales d'absence pour garder les enfants, pour rester confinés. Mais néanmoins, l'activité s'est poursuivie. Elle a pu même d'ailleurs s'organiser pour finalement se diversifier, répondre là aussi aux besoins. Je pense plus particulièrement aux brasseries de Champignol qui ont produit du gel hydroalcoolique. Je pense à une autre entreprise qu'on a pu solliciter qui finalement est une entreprise qui fait du matériel pour les pertes d'autonomie, canne anglaise, fauteuil roulant, qui a mis en place un atelier de fabrication de masques grand public pour notre territoire, et puis d'autres entreprises qui ont pu apporter leur contribution sous des formes différentes. Ce qui fait que dans les réflexions qui ont été très vite les notes, plus particulièrement par rapport à ce que nous pouvions en tout cas travailler conjointement dans le cadre de cette situation, bien entendu le territoire s'est associé aux démarches régionales qui venaient en complément des aides de l'État mises en place. Force a été de constater qu'on a pu très vite faire le point sur
que le décalage d'un certain nombre de charges ou le report du paiement de certaines charges n'allait pas obligatoirement être une solution à moyen terme, donc à réfléchir et à travailler sur ce sujet, que les avances remboursables pouvaient aussi, si elles avaient un intérêt de trésorerie dans l'immédiat, pouvaient aussi très vite ne plus répondre aux besoins, et surtout voir comment finalement sur nos territoires d'industrie, utiliser le constat fait de cette période sur le fait qu'il fallait préparer, il fallait s'appuyer sur le savoir-faire des entreprises et des industriels du territoire et proposer effectivement ou travailler avec eux et les accompagner dans cette démarche pour, à partir de ce savoir-faire, voir comment ils diversifiaient leur activité et retrouver, à notre sens, une activité qui pouvait répondre à ces situations et à une production territoriale et locale nécessaire pour aujourd'hui bénéficier d'un certain nombre de solutions à proposer à divers titres. Je pense, au-delà du territoire du Val de Lorraine, je pense plus particulièrement à une entreprise qui, un peu plus loin, qui fait des sacs poubelles et qui finalement a fait des surblouses de fortune pour le personnel médical à partir des sacs plastiques. Donc, on voit effectivement cette capacité qu'a notre industrie à partir d'un savoir-faire de pouvoir répondre à un besoin. Une des réponses, et en tout cas ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui avec les chefs d'entreprise et les industriels, c'est effectivement que cette dynamique qu'on a pu trouver localement vienne compléter et puisse perdurer dans les mois à venir en complément d'une reprise d'activité que nous souhaitons fortement accompagner et que nous mettrons bien entendu, auquel nous apporterons en tout cas notre contribution, ne serait-ce que par la reprise d'un certain nombre de services. Je pense plus particulièrement à relancer les transports en totalité avec nos prestataires ou voire d'autres pour pouvoir continuer cette dynamique. Ça n'a pas empêché effectivement, alors sous des formes différentes, de garder cet engagement dans le cadre de Territoire Industrie pour finalement trouver aujourd'hui les moyens d'une réponse collective, mais aussi de préparer très vite un retour d'activité et une reprise d'activité. Ça a été en tout cas un élément de réflexion qui s'est très vite intégré après avoir potentiellement pu apporter des solutions en complémentarité de l'État et des régions par rapport à des problématiques du moment, problématiques de trésorerie ou autres. Donc voilà, il faut aujourd'hui que nous puissions s'engager, mais l'avantage sur des territoires comme le nôtre, c'est d'avoir pu finalement mesurer sur une crise comme celle que nous connaissons, l'impact que peut avoir cette crise sur l'industrie qui est différent selon les activités, mais qui mérite néanmoins toute notre attention et surtout qui montre que cette dépendance aujourd'hui, y compris du monde industriel, à un certain nombre de produits venant de l'extérieur, mérite une réflexion à poursuivre dans les semaines et mois à venir et qui confirme tout l'intérêt de ce dispositif territoire d'industrie aujourd'hui lancé. Voilà très rapidement. Merci beaucoup. Merci pour cet état des lieux un petit peu sur le territoire du bassin de Pompée. Je voyais que certains demandaient de quel TI il s'agissait. Il s'agit donc du TI Val de Lorraine, si je ne me trompe pas. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a quelques réactions à ce stade? N'hésitez surtout pas à lever la main. On va prendre des questions à l'écrit, mais c'est aussi intéressant d'avoir vos retours sur vos territoires, comment ça se passe. Ce n'est pas uniquement des questions. Hein. N'hésitez pas à nous parler un petit peu de chez vous, ce que vous avez pu constater pendant cette crise.
Je vois une main qui se lève de Monsieur Sylvain Gaja. Alors, j'espère que ce n'est pas une fausse manip cette fois-ci. Je vais vous permettre de parler, Monsieur Gaja. J'active votre micro. On vous devrait vous entendre. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Elle concerne plus justement l'appui et le suivi de l'État sur les entreprises qui étaient d'ores et déjà suivies au niveau du CRP. Sur les cartes qui ont été présentées, on a vu justement que le territoire d'industrie Berry-Sologne que je représente était particulièrement spécialisé autour de la filière aéronautique. On a justement le cas d'une entreprise du secteur aéronautique qui était déjà fragile avant la crise actuelle, suivie par le CRP et qui, là, dans la situation actuelle, est rentrée en redressement judiciaire. Est-ce que dans ce cadre-là, il y a des choses spécifiques d'ores et déjà mises en place ou prévues pour ce type de situation? Merci beaucoup pour votre question. Donc évidemment, je ne connais pas la situation de cette entreprise. En tout cas, le FDES, donc le Fonds de développement économique et social, donc qui sera activable là, dans les prochains jours, qui a été, ce que je disais tout à l'heure, abondé de 75 millions d'euros à 1 milliard. C'est un outil, en tout cas, qui mérite d'être regardé par rapport à la situation de votre entreprise. Idem, l'enveloppe d'avance remboursable. En fait, c'est des instruments financiers qui ont été fortement renforcés parce que les prêts garantis par l'État, même si ça a un effet massif et que ça touche un très très grand nombre de situations, il y a des entreprises malgré tout qui ne peuvent pas en bénéficier. Donc la réponse est oui. Ces outils-là sont faits pour ce genre de situation. Par ailleurs, il y a eu des annonces d'un plan de soutien à l'automobile. Évidemment, je ne suis pas en charge de ça, mais il y a eu l'annonce d'un plan de soutien à l'automobile donc, qui est en cours de construction avec la filière. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce retour. Nicolas, tu voulais compléter? Non, j'avais cru. Alors, est-ce qu'on a une autre question à l'oral éventuellement? Sinon, je crois avoir vu sur les questions écrites certaines demandes de précision sur les fonds de résilience. Messieurs, si vous aviez peut-être quelques éléments de réponse. Sur ce point, sur les fonds régionaux, ils ont des noms différents, hein. Mais Laurent pourra dire Grand Est, parce que le modèle du Grand Est est le modèle qui a fait un petit peu référence dans d'autres régions. Notre conseil d'administration, sous le contrôle de Laurent, a dit que c'est un peu ce qu'il fallait favoriser. À savoir que, comme vous le savez, hein, pour rappel très rapide, nos intercommunalités ont une compétence exclusive avec les communes, le bloc communal sur les aides à l'immobilier. En revanche, dès qu'on sort de ce champ, pour simplifier, en tout cas, il faut travailler en articulation étroite avec la région, soit sur un dispositif régional qu'on abonde, soit par délégation de la région. Donc, nous avons recensé déjà la première à avoir proposé avec la Banque des territoires, les départements, les intercommunalités. C'est un dispositif que nous avons appelé interterritorial, où tout le monde met une certaine somme par habitant et ça fait un effet de levier. Donc, on fait un multiple de 4 pour intervenir en trésorerie avec des critères qui peuvent varier d'une région à l'autre. Ces modèles se sont développés ensuite en Normandie, en Bretagne, en Pays de la Loire, en région sud, en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai l'impression que c'est en train de se mettre en Nouvelle-Aquitaine. En région Hauts-de-France et Centre-Val-de-Loire, c'est plutôt des modèles de délégation, de convention de délégation que la région passe aux intercommunalités pour qu'elles puissent intervenir. Là où il n'y a pas ces coordinations, on ressent un peu plus de problèmes. Alors, les choses sont en train de s'ajuster. Alors après, ces différents fonds visent en général pas forcément des grosses PME industrielles, c'est plutôt sur des aides sur des très petites entreprises. Pour les grosses entreprises, on est plutôt sur d'autres dispositifs. En tout cas, on est en train de suivre au jour le jour les mécanismes qui vont permettre aux intercommunalités. On a beaucoup de questions au service juridique de la DCF, beaucoup de questions des parlementaires sur ce qu'il est possible de faire. Donc, on y travaille avec les différents ministères
notamment en absence d'une coordination. La plupart des intercommunalités sont en train ou ont déterminé leur régime d'aide. C'est assez évolutif, donc c'est difficile de tout suivre au jour le jour, à travers des formes qui privilégient en général, mais pas tout le temps, des mécanismes de soutien de trésorerie et d'avance remboursable, comme l'a dit Guillaume, sachant qu'on est vraiment sur une crise, une sorte d'interruption de l'activité économique, choc d'offres, choc de demande, et donc il faut surtout arriver à tenir en trésorerie. Il y a des entreprises extrêmement saines qui ont même des perspectives pour demain. Il y en a d'autres pour lesquelles les perspectives interrogent. On pourra y revenir. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des perspectives pour demain, mais c'est gérer le passage difficile du confinement et d'une reprise qui sera un peu molle. Donc les avances en trésorerie qui ne préjugent pas de la capacité de demain de ces entreprises à rembourser leurs avances, mais le mécanisme d'avance en trésorerie peut être un bon mécanisme. Très bien. Très rapidement. Vous vouliez compléter, oui, sur le dispositif Grand Est? Pour compléter, donc le fonds résilience sur le Grand Est s'appelle le fonds résistance, qui a été proposé effectivement par la région et la Banque des territoires, auquel se sont associés l'ensemble des départements de la région Grand Est et l'ensemble des intercommunalités. C'est un abondement de chaque structure de 2 € par habitant qui permet en tout cas d'apporter des solutions en forme d'avance remboursable à des structures de moins de 10 salariés. Finalement, c'est une démarche qui vient en complémentarité des fonds, des processus mis en place par l'État, par la région, et donc qui apporte des réponses à des structures qui n'étaient pas obligatoirement dans les cibles aujourd'hui permises sur les fonds mis en place, y compris dans le cadre du monde associatif, monde culturel, qui peut avoir des salariés qui avaient besoin d'aide et de soutien dans cette dynamique. Ce qui a démontré tout l'intérêt, en tout cas, du portage à l'échelle territoriale intercommunale du développement économique, puisque en tout cas, les comités de pilotage s'appuient sur l'ingénierie territoriale qui aide finalement les entreprises à déposer leurs demandes, et donc c'est ou les agences de développement économique ou les services de développement économique des intercommunalités qui accompagnent cette démarche. Et plus particulièrement sur notre territoire, c'est à l'échelle du Val-de-Lorraine, donc à l'échelle du territoire territoire d'industrie, que se fait le comité de pilotage qui valide effectivement les demandes de fait. Néanmoins, comme l'a dit Nicolas, dans un échange hier avec le président de la région qui avait invité tous les présidents d'intercommunalités pour pouvoir échanger sur cette situation, j'ai demandé une réflexion sur la possibilité, effectivement, par convention, que les intercommunalités puissent avoir une intervention au-delà financière propre à leur territoire par rapport à un travail qu'ils mettent en place avec les chefs d'entreprise et le tissu économique, et donc mieux répondre de façon spécifique et locale à des besoins identifiés qui aujourd'hui sortent éventuellement des cibles clairement aidées par toutes les dynamiques mises en place. Et donc, ayant pris connaissance que ça se faisait dans d'autres régions, nous avions déjà ce genre de démarche par rapport à l'artisanat et au commerce. On a souhaité que, effectivement, cette délégation puisse être un peu plus élargie dans le cadre de cette situation particulière que nous vivons. Très bien, merci beaucoup. Je vois une main levée de Monsieur Dominique ou Madame Dominique Huard. Je vais vous permettre de parler. Alors, Monsieur Dominique Huard. Monsieur Dominique Huard. Mes excuses alors, Monsieur Dominique Huard. On devrait vous entendre. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok, je voulais compléter les propos de Laurent sur le fonds résistance, puisqu'on le gère effectivement. J'ai un comité d'agrément sur l'agglomération de Mulhouse. Finalement, entre la mise en œuvre du fonds résistance par la région Grand Est et puis
les nouvelles mesures qui ont été prises par l'État par la suite, il se trouve qu'on a finalement pas beaucoup de dossiers, je trouve. Sur la région Grand Est, je faisais un point avec la région hier, on a eu 350 dossiers. Sur le département du Haut-Rhin, c'est 29, répartis entre Colmar et Mulhouse. Alors, on a pourtant fait beaucoup de com sur les réseaux sociaux, dans la presse, mais on se rend compte que bon, ça fait une petite semaine que c'est démarré, dont acte. On relance de la communication. Je pense que y a vraiment un enjeu sur les associations que Laurent évoquait. Voilà, donc ça c'était pour le complément sur le fonds résistance. Je voulais vous dire aussi, puisque j'avais eu l'occasion de longuement échanger avec Guillaume au début du confinement, on organise depuis le 13 mars maintenant un copil hebdomadaire avec les consulaires, les branches professionnelles, les principales qui nous concernent, et puis les syndicats patronaux. Et outre le fait que cette rencontre est régulière et permet d'échanger les informations, on vient de mettre en place 3 groupes de travail. Je trouve intéressant de partager ça avec vous parce que on tournait un peu en rond et depuis qu'on a mis en place ces groupes de travail, j'ai l'impression qu'on avance un peu plus. Un groupe sur le court terme et les conditions de réussite, qui est plutôt orienté d'ailleurs vers les acteurs du BTP essentiellement, puis du commerce. Un deuxième groupe qui s'appelle long terme vers un nouveau modèle économique, où là on échange effectivement avec d'autres partenaires sur tous les enjeux. Effectivement, est-ce qu'on reste dans la même forme d'économie qu'on avait jusque maintenant, ou est-ce qu'on s'engage plus sur les circuits courts, y compris industriels, sur l'économie circulaire, quoi. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. Et puis un troisième groupe qu'on a appelé Territoire en réhabilitation, image et attractivité. On avait longuement échangé avec Guillaume sur l'impact qui avait été fort sur Mulhouse. Je ne reviens pas sur les détails, la presse s'en est emparée, Florence Aubenas aussi, j'en passe les détails. Mais effectivement, il y avait aussi cette idée que finalement Mulhouse pouvait être aussi un peu admiré, entre guillemets, en tout cas beaucoup de compassion, etc. Donc on a mis ce groupe de travail là en place, et ces groupes de travail doivent se réunir 3 fois chacun pour essayer effectivement de donner des grandes lignes d'action dès le 11 mai. Voilà. Donc je pourrais vous envoyer ces documents, je pense aux 4, après vous en ferez ce que vous voulez. Et j'en profite pour saluer Nicolas, que je n'ai pas encore salué. Voilà, merci à vous. Merci, Monsieur Huard. Est-ce qu'on a d'autres réactions à l'oral? Je ne crois pas avoir vu de main levée. Peut-être une question avant qu'on puisse passer à la deuxième partie qui nous est demandée, évidemment, puisqu'on a quelques participants qui nous demandent pouvez-vous nous en dire plus sur le plan de relance? Mais Nicolas, éventuellement, as-tu vu une question qui vaudrait à l'écrit le coup d'être posée à l'oral? Je vois notamment la première en top des charts, peut-être pour Guillaume Basset, en termes de communication nationale. Est-ce que le vocabulaire attirer, innover, recruter, simplifier, qui était celui de territoire d'industrie, va connaître une évolution? Alors, tout à fait. C'est effectivement en lien avec la deuxième séquence sur le rebond, sur la relance. Il y aura un acte 2 de territoire d'industrie. On sait que les 4 axes vont devoir évoluer. Je pense notamment à l'axe recruter. Il va falloir sans doute le compléter par un volet sécurisation. Je pense que les territoires d'industrie peuvent être la bonne échelle pour mener un certain nombre d'expérimentations, notamment sur le volet sécurisation de l'emploi. Avant la crise, on l'a mené par exemple dans la Sarthe, dans le territoire d'industrie de Bessay-sur-Bray et du Mans, où on a eu la fermeture de l'entreprise Arjowiggins. Et donc, on a lancé une expérimentation avec Action Logement
de rachat de logements des salariés licenciés pour leur permettre de trouver un emploi dans un autre territoire d'industrie, la région Pays de la Loire. Ce type d'initiative, je pense qu'il va falloir les développer dans la phase 2 de territoire d'industrie. Donc, est-ce que les axes vont évoluer? L'intitulé des axes, oui, sans doute, notamment sur la partie recrutée. On ne sera pas seulement dans une approche offensive, mais aussi dans une approche défensive. C'est la crise qui nous l'oblige et je pense qu'il va falloir qu'on développe ensemble un certain nombre d'expérimentations. Et on a des discussions, d'ailleurs cet après-midi, avec un certain nombre d'acteurs, l'UIMM, l'ANIA, etc., pour qu'on puisse identifier tout ça. Donc la réponse est oui. La réponse est qu'on va aussi ouvrir une phase de consultation, une phase d'écoute aussi avec vous, savoir quelle est l'évolution de vos priorités, quels sont les sujets sur lesquels il y a des trous dans la raquette. Vous souhaitez une évolution des outils mis à disposition dans le cadre du panier de services. Et cette consultation, on l'amènera en partenariat avec les opérateurs. François Blouvac interviendra tout à l'heure au titre de la Banque des Territoires, mais avec l'ensemble des opérateurs. Donc, cette consultation, elle sera organisée, elle sera lancée dans quelques semaines. On va démarrer par la région Occitanie et puis on va l'étendre progressivement à toutes les régions et on va lancer cette consultation pour voir quels sont vos souhaits et ça nous permettra de travailler avec les directions nationales des opérateurs sur l'évolution des outils. Merci beaucoup. Peut-être que je peux vous proposer de lancer la deuxième partie à ce moment-là, puisqu'on a eu pas mal de demandes de nos participants sur la relance. Donc, je vous laisse cette charge si vous voulez partager votre écran. Très bien. Merci, Cécile. Alors, hop. Alors juste, je vais diffuser le diaporama. Hop. Voilà. Donc, on va parler du plan de relance, où on en est en termes de travaux, mais peut-être quelques points. Et je trouve que ce que tu as dit, Dominique, est extrêmement important, notamment sur la manière dont vous traitez la relance et l'organisation spéciale que vous avez mise en place. Le premier point, et ça, c'est vraiment l'enseignement de la crise de 2008-2009. Il y a un certain nombre de travaux. Les territoires qui ont été les plus résilients, ce n'est pas forcément en fonction de leur spécialisation sectorielle, mais c'est les territoires qui ont ce qu'on appelle dans le jargon un peu scientifique un capital social, c'est-à-dire où il y a des traditions de coopération, de collaboration, d'abord entre industriels et aussi avec les acteurs publics, notamment les collectivités, les services de l'État. En période de crise, les industriels, effectivement, ont plutôt tendance à se replier sur leur business. C'est la tendance naturelle. Or, tous les territoires qui ont réussi à surmonter la précédente crise, on cite en particulier des territoires dans l'ouest de la France, la Vendée par exemple, sont des territoires où il y a cette tradition de coopération qui est installée entre acteurs industriels et avec les acteurs publics. Territoire d'industrie, et c'est né en particulier des propositions de la DCF, c'est né de ça en fait, à travers une gouvernance avec un binôme élu industriel, la structuration d'un collectif d'industriels avec l'ensemble des acteurs publics, l'État, le conseil régional, les intercommunalités. Donc, par rapport au deuxième sondage qui a été fait, je pense que la démarche territoire d'industrie, à travers la gouvernance que vous avez mise en place, ça vous donne une longueur d'avance par rapport aux autres territoires. Je pense qu'il ne faut surtout pas la mettre en sommeil, il faut au contraire la relancer avec une organisation adaptée. Je trouve que la démarche de Sud-Alsace, de Mulhouse, est particulièrement intéressante et on la partagera à l'ensemble des territoires d'industrie. Il y a d'autres territoires, je pense à Lac-Potarbe, avec qui j'ai eu un échange hier soir, qui structurent aussi un certain nombre de démarches en la matière. Donc, première recommandation, entre guillemets, capitaliser sur la démarche que vous avez mise en place depuis 2019. Deuxième élément, c'est sur les sujets de relocalisation. Donc, il y a un certain nombre de débats dans la presse. Peut-être un élément clé, quand on regarde la part de la valeur ajoutée industrielle
produites sur le territoire en Allemagne, en Italie ou même en Espagne en dépasse les 70%. En France, c'est 64%. C'est une étude qui est sortie de l'Alliance Industrie du Futur de décembre dernier. Donc, on voit qu'on a quand même des marges très, très importantes pour réinternaliser une partie sur certains segments. Ça ne veut pas dire, moi je crois peu, même si ça se produit et c'est tant mieux, à des relocalisations pures, c'est-à-dire à des transferts d'usines d'un continent à l'autre. Je crois beaucoup plus dans ce qu'on appelle le resourcing, c'est-à-dire la politique d'achat de vos grands donneurs d'ordre. Il y a encore une étude qui est sortie ce matin avec un sondage qui a été mené auprès des directeurs achats des entreprises. Ils ont conscience du coût économique de la rupture des chaînes d'approvisionnement qu'ils subissent depuis janvier-février. Coût qui est très important. Donc, il y a des modèles économiques qui sont en train de changer. Je vous ai mis les résultats d'une étude qui a été faite par le Conseil national de l'achat, qui regroupe les directions achats des plus grandes entreprises. Donc, une recommandation, je pense que engager une réflexion avec vos donneurs d'ordre nationaux ou régionaux. Dans le cadre du programme, BPI France est en train de réfléchir à un accompagnement en la matière, un accompagnement en matière de sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Il y a aussi certaines régions, je pense à la région Grand Est, à la région Île-de-France, qui ont annoncé des packs relocalisation avec des accompagnements de grands donneurs d'ordre, d'entreprises, pour faire la cartographie clients-fournisseurs, identifier le risque de rupture de chaîne d'approvisionnement, essayer de les aider à trouver des fournisseurs alternatifs. Je trouve que toutes ces initiatives sont bonnes. Donc BPI travaille à un produit qui est en train d'être testé sur quelques entreprises actuellement, et qui sera étendu, évidemment en partenariat avec les régions qui lancent aussi leur démarche. Donc ça, c'est un sujet qui me semble tout à fait important. Troisième recommandation ou enseignement, je pense que c'est un sujet qui me semble d'avenir. La crise entraîne un surcroît d'épargne, une épargne forcée. Sur les 6 semaines de confinement, l'épargne des ménages a augmenté de 55 milliards d'euros. On sait que ça va fortement augmenter, notamment avec l'augmentation du chômage. Les ménages craignent ça, donc l'épargne augmente. Je pense qu'il y a une réflexion à engager avec les caisses régionales de vos banques sur l'utilisation de ce surcroît d'épargne et la manière dont on peut l'orienter vers certains projets emblématiques de la relance sur votre territoire d'industrie, soit des projets d'entreprise, soit des projets collaboratifs. Il y a des banques qui sont prêtes à ça, qui travaillent déjà depuis quelques temps sur comment on lie épargne et territoire. Donc, d'autant qu'il y a un phénomène quand même général, l'épargne réglementée, et c'est son objet, et c'est normal, qui finance du logement social, a tendance plutôt à orienter l'épargne des territoires vers les grandes zones métropolitaines qui comportent notamment beaucoup de logements sociaux. Et donc, parfois, il y a un phénomène de fuite de l'épargne de vos territoires. Je pense qu'il serait intéressant qu'on réfléchisse dans le cadre du programme territoire d'industrie et dans certains territoires qui seraient prêts à engager une expérimentation sur comment on oriente ce flux supplémentaire d'épargne. Déjà, examiner à l'échelle de votre territoire d'industrie le surcroît d'épargne des ménages engendré par la crise, essayer de réfléchir à un certain nombre de produits. Je pense à des SICAV territoires d'industrie ou à des SICAV régionales. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de projets un peu préfigurateurs. Je pense notamment au projet de relocalisation dans le Calvados d'une usine de lin qu'on a relayé sur LinkedIn, ou qui a fait appel à du financement participatif. Voilà, donc je pense qu'il y a un axe de réflexion en termes de rebond, en termes de relance avec votre réseau bancaire. Et ça se fait à l'échelle locale. Quatrième point qui me semble important,
à l'occasion de cette crise, je pense que c'est pour la première fois, on perçoit concrètement dans nos vies au travail l'effet de la transformation digitale avec le télétravail. Avant la crise, à peu près 7% des salariés avaient recours au télétravail. Donc, ces chiffres-là ont bondi. On sait qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ont quitté les grandes métropoles. Je vous ai donné, par exemple, les chiffres concernant Paris avec les données d'Orange. Près de 600 000 personnes qui ont quitté Paris, qui sont allées dans les territoires. Je pense qu'il y a une opportunité évidente pour vos territoires d'industrie. Les entreprises sont en train de se poser un certain nombre de questions. Ça permet aussi de réduire un certain nombre de coûts. Il y a une étude notamment de Terra Nova qui est sortie il y a quelques jours, qui a été faite auprès de certains chefs, auprès de chefs d'entreprise, et les 3/4 souhaitent poursuivre cette dynamique. Donc, je pense que dans le cadre de vos démarches d'attractivité, notamment via Business France, il y a une trentaine de territoires qui sont concernés, mais pas seulement. Comment on prospecter ces donneurs d'ordre qui sont qui sont dans vos territoires, comment vous prospectez aussi leur direction nationale. Je pense qu'il y a franchement une opportunité dans le cadre de la phase 2. Tout à l'heure, on parlait des makers, de tout ce qui est hybridation. La question des sérieux, évidemment, il y a une opportunité. Alors, pour terminer sur le plan de relance. Pour l'instant, donc tout ça est en cours de réflexion. Donc, évidemment, moi, je ne peux pas vous faire d'annonce particulière. En tout cas, il y aura une articulation très, très forte avec les contrats de plan État-région qui vont être discutés, avec également la programmation prochaine des fonds européens et le PIA 4. Je pense qu'avec Territoire d'industrie, on a une opportunité qui est unique et on a la bande passante au plus haut niveau de l'État sur le fait qu'en 2019, vous avez construit des projets, plus de 1280 projets qu'on a recensés au niveau de la délégation. C'est qu'on est sans doute au-delà de 1400, on ne les a pas tous. Et ce sont des projets qui ont été co-construits par les élus et par les industriels. Ce sont des projets qui sont prêts à l'emploi et surtout qui ont un effet sur le tissu productif. On n'est pas seulement sur du BTP, ce qui a pu être fait à l'occasion de précédents plans de relance, c'est très bien, mais qui ont un effet économique limité pour votre territoire. Donc là, on a vraiment un programme où vous avez des projets qui ont un impact sur le tissu productif. Alors, on a fait un certain nombre de revues d'avancement sur un panel de territoires d'industrie, notamment avec le soutien d'EY. Il y a une accélération du déploiement des projets. On était à peu près à un tiers de projets en déploiement l'automne dernier. Les chiffres d'avril sont plutôt autour de la moitié, 57%. Alors, c'est variable évidemment d'un territoire à l'autre, mais 40% des projets ont connu une accélération entre l'automne et le mois d'avril. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il y a aussi un enjeu de crédibilité de la démarche. Donc, vous avez une opportunité en vue du plan de relance qui sera annoncé en septembre et en octobre, de recenser d'ores et déjà les projets qui peuvent être soit accélérés, soit démarrés. Et ça, ce sera un atout pour l'État, pour les régions aussi, dans le cadre des futurs CPER, de la programmation des fonds européens, mais aussi du PIA 4, mais surtout pour les CPER. Donc, le conseil que je vous donne, c'est dans le cadre de vos protocoles, de vos contrats de territoire d'industrie, de vos plans d'action, de recenser les actions qui peuvent être lancées immédiatement avec le plan de financement, le calendrier revu que vous fixez. Ça, c'est pour le soutien à l'investissement. Alors, dans le cadre de territoire d'industrie, je le disais, on réfléchit à une phase 2. Donc, il y aura effectivement une phase d'écoute. C'est le souhait des ministres d'ouvrir cette phase d'écoute à travers un questionnaire sous forme de plateforme digitale qui sera
qui sera lancé dans les prochaines semaines, qu'on lancera région par région, et qui va nous permettre de faire évoluer le panier de services. Alors, il y a un certain nombre de sujets qu'on souhaite pousser. Effectivement, pour les territoires qui sont les plus impactés par la crise, c'est un pack rebond avec un soutien massif en ingénierie, avec des taux dérogatoires de financement. On l'a fait pour certains territoires qui étaient confrontés à des restructurations. Je parlais de la Sarthe avec Arjowiggins, on l'a fait avec le soutien de la Banque des territoires que je remercie. En tout cas, il y a une volonté du directeur général de la NCT de mettre le paquet pour ces territoires d'industrie. Le deuxième volet, c'est sur les compétences. Il y a un enjeu majeur de préservation des compétences. Le risque, c'est qu'à l'occasion de cette crise, on remette en cause un certain nombre de projets qui pourtant répondent à un besoin structurel de l'appareil de formation. Donc là-dessus, on va lancer un certain nombre d'initiatives. Je ne peux pas vous les annoncer pour l'instant, mais notamment, on croit beaucoup dans le déploiement du volontariat territorial en entreprise. Il y a des jeunes qui souhaitent s'engager au service de la relocalisation. On a un certain nombre notamment l'association des territoires aux grandes écoles qui regroupe des jeunes en provenance de ces grandes écoles qui veulent travailler au service des territoires d'industrie, au service de la relocalisation. Donc, il y aura des annonces sur le volontariat territorial en entreprise, également sur la création aussi de nouvelles formations industrielles dans les villes moyennes des territoires d'industrie, en lien aussi avec le programme Action Cœur de Ville, sur les filières que vous souhaitez voir relocaliser ou développer. Voilà, donc sur le sujet compétences. Et le troisième sujet, c'est évidemment sur tout ce qui est transition écologique. La crise est une opportunité pour accélérer. Je pense que ce sera un axe très très fort des contrats de plan État-région. Et donc là aussi, on est en train de travailler très étroitement avec l'ensemble des partenaires. On a eu des questions, j'ai vu à l'occasion de ce webinaire sur l'hydrogène. C'est un des axes forts aussi du PIA 4, donc il y aura des moyens qui seront annoncés dans ce cadre-là. Ce sera donc un des 3 axes de la phase 2 de territoire d'industrie. Voilà. Et sur le volet emploi, le souhait de mener des expérimentations à l'échelle de vos territoires d'industrie, c'est le souhait des ministères, de Pôle emploi, etc. Il faut qu'on puisse essayer d'avancer là-dessus pour préserver les savoir-faire. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Basset, pour cette deuxième partie de présentation. Juste avant que nous laissions la parole à François Blouvac, qui est donc responsable du programme à la Banque des Territoires, je vois une main levée de Monsieur Charlie Lalo, éventuellement, si c'est pour des précisions sur votre présentation. Je vais vous permettre de parler, Monsieur Lalo, si vous nous entendez. On va prendre votre question et puis ensuite, on laissera la parole à Monsieur Blouvac. On devrait vous entendre, Monsieur Lalo. Et vous m'entendez? Assez faiblement, mais oui. D'accord. Oui, Charlie Lalo, je suis le directeur de l'Agence de développement Terre de Lorraine. On a environ une dizaine de fiches, donc de projets sur territoire d'industrie. Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la diversification financière pour ce type de projet. Nous, on a une particularité que j'avais déjà avant la crise, mais qui prend qui a l'air beaucoup plus congruent maintenant. C'est que certaines fiches font écho à d'autres fiches qui étaient faites dans d'autres régions, d'autres territoires. Et en fait, on s'est posé la question de pouvoir faire des pools de fiches territoire d'industrie. Je pense notamment à l'artisanat d'art, où il y a 4 fiches qui résonnent au niveau de la France, afin d'avoir un pool à la fois d'accompagnement et financier pour mobiliser plus de fonds et avoir peut-être une réflexion de filière. Alors, ma question, c'était est-ce que ce genre d'initiative avait déjà été expérimenté sur d'autres territoires où vous avez regroupé peut-être une dizaine de fiches afin d'avoir quelque chose de plus construit? Est-ce qu'il y aura une volonté dans le cadre de la relocalisation d'avoir ce travail-là? Et peut-être là, une demande, est-ce qu'il y aurait une possibilité
de faire tourner une sorte de machine statistique qui permettrait de regrouper les milliers de fiches des territoires d'industrie en fiches sectorielles, afin que nous, on puisse identifier, tiens, il y a un autre cimentier qui a une fiche sur un autre territoire, sur une étude sur de la décarbonisation de son process. On peut peut-être faire une coopération afin de lever des fonds de manière plus importante dans le cadre d'une relocalisation ou autre. Voilà, c'était sur ce point. Alors, sur l'accès aux fiches, vous souhaitez l'accès aux 1200 fiches actions, c'est ça? Alors, c'est une proposition, hein. Nous, par exemple, on s'est regroupé avec les autres fiches d'artisanat d'art parce qu'on les connaît. Donc, ça a permis de regrouper ces points-là. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant qu'il y ait comme une requête qui soit faite pour rapprocher des fiches qui sont semblables afin qu'on ait connaissance, par exemple, d'un projet équivalent qui permettrait de se regrouper dans le cadre d'une relocalisation pour élargir des filières, pour être un petit peu plus en amont ou en aval sur certains process de production. Après, donner accès aux 1200 fiches, par exemple, je ne sais pas s'il y en a 1200, à l'ensemble des personnes, je ne sais pas si c'est le plus efficace, mais en tout cas, qu'il y ait une structure intermédiaire qui puisse peut-être faire ce travail de rapprochement. Alors, moi, sur le principe, j'y suis favorable. Je pense que c'est très intéressant ce que vous proposez. Donc, on va mettre à disposition, si en accord évidemment avec la DCF et Région de France, mais moi je vois pas de difficulté pour pour vous donner accès, notamment à notre base de données. Alors, notre base de données qui est un fichier Excel avec plus de 1280 projets et de faire des requêtes effectivement par thématique. Et je trouve que par exemple sur tout ce qui est artisanat d'art, je pense à un territoire d'industrie qui a mené des actions, je trouve, assez exemplaires. C'est le territoire d'industrie du Périgord Limousin, notamment. Donc, tout à fait favorable à vous mettre à disposition cet outil-là qui est construit. Et donc, on peut le mettre à disposition assez rapidement. Très bien. Eh bien, on a les contacts de participants, donc on pourra effectivement transmettre. Merci. Nicolas, je te voyais réagir? Non? Je pense on a commencé un peu à travailler, à réunir les fiches sur un certain nombre de sujets. Là, on est en train de travailler sur les sujets transversaux de compétences. Il y a les sujets sur de transition écologique. Je pense qu'en effet, le sujet hydrogène qui monte partout, il y a en effet certainement un peu une cartographie des projets à faire. Déjà dans un cadre régional, puisque dans ce qu'a dit Guillaume, ce qui nous semble très important en ce moment, c'est également de regarder ces enjeux de relocalisation, ces acheteurs, c'est quoi la cartographie des projets et des compétences. Le sujet premier aujourd'hui, c'est de sauver les savoir-faire. Déjà qu'on sait que notre pays, depuis la crise de 2008, a perdu beaucoup de compétences, de fournisseurs, depuis le début des années 2000. Donc déjà, il est quand même très important de savoir où nous en sommes, d'avoir des territoires en effet avec des socles industriels forts, de préserver les compétences, de voir s'il y a des repositionnements qui peuvent être des repositionnements également provisoires. On sait très bien que l'aéronautique va certainement repartir de manière beaucoup plus molle. Mais les crises précédentes de l'aéronautique, Airbus par exemple, avait fait attention à préserver et à aider la reconversion provisoire de sa sous-traitance pour pouvoir revenir à un moment donné, une remontée en cadence. Donc même certains acheteurs stratégiques ont peut-être intérêt aussi à accompagner leurs fournisseurs habituels à se diversifier pendant la période difficile. Donc je pense qu'il faut qu'on analyse quand même assez avec les concours de l'État, des régions, les moyens de voir les repositionnements possibles d'un certain nombre de fournisseurs, de sous-traitants, de trouver de nouvelles technologies, notamment dans la transition écologique, d'arriver à faire émerger en effet aussi des offres critiques, parce qu'un certain nombre d'entreprises ont besoin d'avoir une vision, de carnet de commandes assez important. Donc il y a quand même des choses qui doivent être assez massifiées. On ne pourra pas refaire que du local à l'intérieur de chaque territoire d'industrie. Il y aura aussi un enjeu de commande publique, ça nous y insistons dans notre document de proposition, c'est qu'il faut qu'on ait une commande publique très stratège en fin d'année. C'est que le gros de la commande publique, c'est quand même le bloc communal, comme on dit, les communes, intercommunalités et tout ce qui est autour. Il faut qu'on réfléchisse aux matériaux de demain, aux véhicules de demain. On va décarboner certainement nos véhicules, on va accélérer un certain nombre de transitions. Là, demain, il va y avoir des achats de vélos à assistance électrique. On a quelques fournisseurs français, mais même eux, ils assemblent avec 70% de composants
venus de l'autre bout du monde. Donc, c'est comment on retravaille la question aussi de la part de Made in France qu'il peut y avoir, y compris dans des produits complexes que l'on assemble en France. Donc, en effet, il faut qu'on travaille à partir des territoires d'industrie, mais je pense qu'il faut aussi qu'on regarde attentivement ce qui s'est passé déjà dans certains territoires où ils font en effet des places de marché pour faciliter la rencontre sur ce resourcing dont parlait Guillaume, qui est absolument central. On a toujours parlé de la délocalisation comme si les entreprises s'envolaient et partaient. Ce n'est pas comme ça que s'est passé le mouvement de délocalisation, c'est simplement des délocalisations d'achat dans le sourcing. Et c'est là où il faut maintenant faire des mouvements en partie inverses pour arriver à retrouver des solutions locales sur un certain nombre de biens, de produits, de services. Donc je pense que nous, on doit travailler là-dessus avec nos moyens ADCF, mais avec la délégation des territoires d'industrie, à essayer de faire rassembler, en effet, de repérer dans tout le vivier de fiches, de voir comment on peut faire des assemblages thématiques de territoires d'industrie. Moi, j'y suis totalement favorable, sous le contrôle de Laurent. Je partage. Très bien. Il nous reste… Bon, on va pouvoir dépasser un petit peu pour les questions qui restent. Je vous propose de prendre une prise de parole et puis la parole ensuite de Monsieur Blouvac qui voulait vous présenter les programmes proposés par la Banque des Territoires. Madame Rivollet-Le-Boucher, je vais vous permettre de parler pour une prise de parole pas trop longue, s'il vous plaît, pour laisser la parole à Monsieur Blouvac, mais on devrait vous entendre. Oui, bonjour à tous. Je suis directrice du pays Périgord Vert, territoire de projet de Nouvelle-Aquitaine, qui fait partie du bassin d'industrie cité tout à l'heure par Guillaume Basset, Périgord Haute-Vienne, avec pour particularité d'avoir développé sa candidature territoire d'industrie et architecturé son contrat autour de diagnostics sur les filières d'excellence existantes sur le territoire, et avec pour particularité des volets qui sont attachés à des industries où dominent des TPE et un tissu économique très présent, mais très fragile dans le contexte de crise actuelle. Donc, je plébiscite la demande de nos collègues de rapprochement de fiches territoire d'industrie, et en particulier sur des faisceaux comme peuvent être des enjeux majeurs sur la structuration forêt, papier, industrie, métiers d'art et le tourisme qui fait aussi partie des éléments structurants sur nos territoires ruraux. Une réaction peut-être ? Non, mais ça, effectivement, c'est dans le prolongement de l'intervention précédente. Donc, tout à fait. Donc, on va travailler dessus pour répondre à cette demande qui me paraît tout à fait légitime et surtout très, très intéressante vu le contexte. Parfait. Merci pour votre complément, Madame Rivollet-Le-Boucher. Merci, Monsieur Blouvac, de vous être joint à nous. Je crois que vous aviez également quelques informations à nous apporter sur l'accompagnement que peut proposer la Banque des Territoires, chez qui vous êtes responsable donc, du programme Territoire d'industrie. Je vous laisse nous en dire quelques mots. Alors, attendez, votre micro… Très bien. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, il a été évoqué tout à l'heure l'action de la Banque des Territoires sur les fonds d'urgence qui ont été mis en place, celui qui a été mis en place dans le Grand Est, le fonds résistance. Donc, la Banque des Territoires est mobilisée sur la gestion de crise, mais aussi, et en particulier au travers du programme Territoire d'industrie, sur la préparation de l'après-crise. Je voudrais juste revenir, ça a été en partie évoqué par Nicolas et Guillaume tout à l'heure, mais finalement, ce que les pressentiments des initiateurs du programme se trouvent confortés par la crise. Il y a deux points qui sont importants. D'abord, replacer la question de l'industrie au cœur du développement économique et poser la question de la réindustrialisation et donc de la relocalisation, et d'autre part considérer qu'on pourrait réindustrialiser à partir des territoires et de le faire, et c'était ça la grande nouveauté de ce programme. Et je pense que ces deux points sont aujourd'hui largement soulignés par ce qui se passe dans la crise. Alors, les pistes sur lesquelles nous avançons, Guillaume tout à l'heure a précisé que
les plans de relance seraient positionnés plutôt en début de rentrée prochaine, en septembre et en octobre. Mais on peut d'ores et déjà nous proposer de financer des solutions pour avancer. Le premier niveau sur lequel nous sommes prêts à répondre aux collectivités, nous l'avons déjà fait pour certaines d'entre elles. Je pense en particulier au Grand Chalon qui nous a sollicité pour les accompagner dans une étude d'analyse des chaînes d'approvisionnement pour essayer d'évaluer le besoin en relocalisation. Donc, ce premier élément est très important. Je pense qu'il faut qu'on puisse maintenant qualifier ce qu'est la relocalisation, qui est un sujet qui semble partagé par tous, mais qu'il faut maintenant pouvoir adresser concrètement. Et donc, nous sommes prêts à accompagner les territoires qui le souhaitent à établir une cartographie de ces chaînes d'approvisionnement et donc d'évaluer, territoire par territoire, le potentiel de relocalisation qui pourrait être ainsi identifié. Ça, c'est le premier sujet sur lequel nous sommes prêts à avancer. Ensuite, nous voulons bien sûr accentuer l'effort qui a été largement évoqué dans les fiches actions, l'expression des besoins qui est remontée des territoires d'industrie. C'est bien sûr les sujets de formation. Et même si les besoins vont changer, puisqu'on va passer d'une pénurie de main-d'œuvre qui était largement remontée des territoires avant la crise à une situation bien évidemment beaucoup plus dégradée. Le besoin de formation et d'adaptation d'une main-d'œuvre à ces enjeux de relocalisation ne va pas disparaître pour autant. Et donc, nous avons un certain nombre d'outils pour accompagner les territoires, y compris de partenariats avec des opérateurs comme le CNAM, comme la Fédération des écoles de production ou l'AFPA, par exemple, pour pouvoir là aussi mettre en place des outils qui permettront de former des salariés à ces besoins nouveaux. Et puis, il y a aussi un sujet qui est majeur quand on parle de relocalisation, c'est la question, bien sûr, du foncier, de l'aménagement, de l'immobilier. Donc là aussi, la Banque des Territoires est un financeur potentiel de ces projets. C'est le cas au travers des outils dans lesquels nous sommes actionnaires, que sont les SEM d'aménagement. Et puis, c'est aussi le cas avec des moyens d'intervention en investissement dans l'immobilier d'entreprise, ce qui permet à des porteurs de projets, à des industriels qui veulent recréer des outils de production, de pouvoir s'appuyer sur des financeurs comme la Banque des Territoires pour externaliser leurs charges d'immobilier. Et puis, il y a un dernier aspect qui correspond à on pourrait qualifier de Green Deal locaux, c'est-à-dire, je crois que c'est Nicolas qui l'évoquait, on ne va pas construire de nouvelles activités industrielles en ne prenant pas en compte les questions environnementales. Il était remonté de façon très fréquente dans les fiches actions des besoins en termes de production d'énergie et en particulier avec le recours à l'hydrogène. On a là aussi des moyens d'intervention. On a aussi des solutions à proposer aux territoires qui le souhaitent sur la question des mobilités et en particulier la mobilité des salariés des entreprises qui pourraient s'installer sur vos territoires. Bref, on a un ensemble donc autour de ces 4 axes, cartographie des chaînes d'approvisionnement, question de formation, question foncier, aménagement, immobilier et puis Green Deal locaux, je ne sais pas si le terme sera celui qui sera retenu, mais qui sont autant d'outils que la Banque des Territoires peut proposer pour avancer, qui sont sur le premier d'entre eux tout de suite disponibles et qui sont d'ailleurs utilisés. Guillaume l'évoquait sur des territoires sur lesquels nous avons déjà subventionné de l'ingénierie qui sont disponibles tout de suite. Donc, moi, je vous engage à contacter vos directions régionales qui sont toujours disponibles, à vos interlocuteurs, à ceux avec qui vous êtes en contact régulièrement. Et si vous avez quelques difficultés, de passer par mon intermédiaire pour pouvoir
étudier vos projets et avancer concrètement sur ces questions de relocalisation. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Blouvac, pour tous ces compléments. Alors, je sais qu'il est 11h32, mais on s'était dit avec Nicolas que, quitte à vous avoir tous les trois avec nous, on n'allait pas forcément frustrer les échanges s'il restait des questions ou des interrogations, des compléments à apporter. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour les spectateurs si vous avez des questions à ce stade, alors soit sur les aides dont on vient de parler, sur le plan de relance qu'a pu évoquer. J'ai vu, Cécile, qu'il y avait Madame Bourgeois-République là, qui est très appliquée à la FIPAC sur l'hydrogène. Je pense qu'en effet, on a vraiment un sujet de structurer la filière. On avait remarqué, en effet, Lucas est avec nous, avait fait un travail sur les projets d'écologie industrielle. Ça, c'est un sujet qui a besoin, en effet, de se structurer sur les différentes solutions de production, de transport, de stockage, les véhicules. Il faut vraiment qu'on fasse une analyse. L'ADEME avait fait des travaux, beaucoup de travail. Donc là, la FIPAC est en train de se mobiliser, nous dit par message Claire Bourgeois-République. Je ne sais pas si elle veut témoigner. Et je pense que ça, c'est des sujets lourds d'enjeux pour demain. Les modèles de production, de décarbonation, parce que là, Bruno Le Maire a clairement confirmé, ça a été un débat, nous avons eu des échanges avec Madame Borne, avec Bruno Le Maire, le plan de relance, on ne lèvera pas le pied sur nos enjeux de transition écologique. C'est même un levier de nouveaux modèles de développement. On a des talents, on a des grands groupes qui savent faire, on est plutôt bien positionné et il faut continuer d'accélérer sur ce sujet absolument. Sur l'hydrogène, on va vous proposer, puisqu'il y a beaucoup de projets dans les territoires d'industrie sur l'hydrogène, ça fait partie des marchés clés du pacte productif. On va vous proposer un webinaire avec l'ADEME et qu'on pourrait tout à fait faire avec la FIPAC dans les prochaines semaines. On a eu beaucoup de demandes sur ce sujet. Il y a des moyens d'accompagnement en ingénierie, en investissement. Donc, il faut qu'on organise un échange avec vous sur ces sujets. Nicolas, tu voulais compléter ? Non, s'il y a des questions d'abord. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que Guillaume a parlé du plan de relance. Il ne faut pas simplement l'attendre, il faut le préparer. Parce qu'il y a des débats un peu au niveau national, c'est est-ce qu'on fait un plan de relance à la française, un peu à l'ancienne, ou 2009, avec des mesures nationales, en disant un plan automobile, un plan… pourquoi pas ? Il faut bien sûr des mesures un peu de grande filière, mais nous, ce que nous plaidons, c'est qu'on combine ça avec des approches très territorialisées. Alors, il y a les contrats État-région, ça, les régions auront leurs priorités. Il y a les programmes européens qui vont arriver. Il y a le Green Deal européen, encore une fois, c'est des annonces souvent nationales, mais après, nous nous soucions de l'atterrissage dans les territoires. Donc, nous avons dans notre document qu'on vous a adressé ou qu'on va vous adresser, nous plaidons pour des volets, des plans de relance territoriaux, des contrats globaux avec des volets territoires d'industrie dans ces contrats, avec un lien très fort avec les contrats de transition écologique, avec ce qui a été dit aussi sur Cœur de Ville, sortir un petit peu des approches très segmentées pour essayer d'avoir vraiment une vision complète avec toutes les compétences qu'on a dans les intercommunalités en matière bien sûr de politique du commerce, avec tout ce qui est compétences d'aménagement des zones d'activité, les compétences économiques, les compétences en matière de gestion des déchets qui font un lien fort sur les questions d'économie circulaire. Donc nous voulons vraiment et nous plaidons pour ça. Donc il faut que nous fassions des propositions très concrètes pour continuer de convaincre de l'intérêt d'un volet très territorial de ce plan de relance. Donc, il ne faut pas simplement attendre les annonces, il faut en ce moment préparer des propositions, montrer que ce n'est pas des demandes de tout et n'importe quoi que nous faisons, mais c'est un certain nombre de priorités stratégiques. C'est dans les territoires que se construiront une partie du rebond économique du pays et de la relance, et même de la relance industrielle. Nous en avons en tout cas la conviction. C'est un point vraiment fondamental, hein, de recenser les projets prêts à être déployés, à être démarrés ou accélérés, et des nouveaux projets, là où il y a des trous dans la raquette, là où on a besoin de construire des nouveaux outils d'intervention. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Voilà, on souhaite évidemment ne pas retomber sur un modèle ancien que Nicolas, qui est nécessaire, hein, mais qui, à mon sens, doit se compléter par un volet territorial.
Donc, l'objectif d'ici l'été, c'est à la fois, donc, on ait les retours de cette consultation qu'on va ouvrir sur vos priorités, donc, il y a cet objectif-là, mais il faut que chaque territoire d'industrie puisse préparer les projets à proposer à l'État et à la région. Ça me paraît tout à fait fondamental. Très bien, merci. Alors, je ne vois plus de main levée. N'hésitez pas, c'est le moment, si vous voulez lever la main. Sinon, a priori, je pense qu'on a clarifié les choses, puisqu'on n'a plus de questions à l'oral. Est-ce que, messieurs, vous auriez un complément à faire ou éventuellement une… Non, très rapidement, je confirme ce qu'a dit Guillaume Basset. D'ailleurs, c'est dans les échanges avec les chefs d'entreprise une réflexion qui est arrivée très vite dans cette période, en se disant il faut préparer demain, il faut s'engager dès maintenant à préparer demain, et en tout cas c'est une réflexion qui se porte, à mon sens, de façon énergique au niveau territorial. Je confirme ce qu'a dit Nicolas. Il faut qu'on mobilise sur ces démarches et qu'on profite effectivement d'un constat ou d'un certain nombre d'éléments qui ont pu se faire jour pendant cette période, même des indirects qui se sont constitués pour préparer effectivement le rebond nécessaire et bien entendu faire remonter les besoins qui seront les nôtres dans l'accompagnement de ces dynamiques à porter demain. Moi, j'aurais un dernier point, Cécile, si tu veux bien, c'est d'interpeller un petit peu sur l'ingénierie financière des outils comme la BPI et la Banque des Territoires, qui sont quand même liés et jumelles. C'est qu'on va avoir quand même des sujets on le voit sur l'économie circulaire, on va le voir demain, si on veut relancer de l'investissement. On voit bien, les mois qui vont venir vont être très durs, c'est parce que les pertes d'emplois ne vont pas être compensées par les créations d'emplois, ou des fermetures risquent de ne pas être compensées par des nouveaux investissements. Donc, ce qu'il faut, c'est faire repartir aussi les cycles d'investissement, les cycles de création d'emplois, parce qu'il y aura des pertes. Donc, il faut arriver à les absorber. Mais sur les investissements de demain, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, il faut voir que n'investiront même si on fait appel à l'épargne, même si on trouve des mécanismes, n'investiront des industriels ou des porteurs de projets que s'ils ont un peu de visibilité. Ce qu'il faut, c'est travailler à reconstruire des visibilités, notamment dans les échanges interentreprises. Dans des logiques de sourcing, est-ce qu'on va en effet, dans la crise, dans la fermeture des marchés, en effet, on a bien vu l'extrême agilité des industriels français pour reproduire du gel, des masques, des blouses, des respirateurs, etc. Mais ça, c'est dans une période de suspension des marchés. Ce qu'il faut, c'est si jamais, en effet, on se dit est-ce que je vais investir durablement, alors que si on revient à la normale, les acheteurs ils vont repartir s'approvisionner dans les pays low cost. Voilà, donc à mon avis, il faut réfléchir à des modèles quand même économiques qui donnent un peu de visibilité moyen-long terme pour réinvestir sur un certain nombre d'approvisionnements, sur un certain nombre de produits, avec quand même des engagements assez long terme des acheteurs. Ça ne peut pas être uniquement pour 6 mois. Et donc, c'est à mon avis, reconstruire ces visibilités dans un cadre régional ou national me semble très important. Donc, je ne sais pas si du côté de la Banque des Territoires, on peut réfléchir à des modèles qui permettent d'avoir cette visibilité dans les investissements ou dans de co-investissements, de manière à ce que ça ne suive pas. On va avoir des aléas sur le coût des matières premières, par exemple. Donc, même les problèmes d'approvisionnement qu'on a aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, on ne les aura plus. Donc, ça rend difficile les choix d'investissement parce qu'on ne sait pas s'ils pourront, les modèles économiques seront pérennes dans quelques mois. Et donc, reconstruire ça dans la durée, c'est important. Et à mon avis, des investisseurs long terme comme la Banque des Territoires sont extrêmement précieux dans cette période. Merci Nicolas. Monsieur Blouvac, vous vouliez réagir, mais sinon je vois une question donc, de Stéphane Sanchez. Je vais vous permettre de parler dans une seconde pour une réaction. Alors. On devrait vous entendre, Monsieur Sanchez. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Stéphane Sanchez, donc communauté de communes du Pays d'Aulne dans l'Ariège, ancien bassin mono-industriel textile, aujourd'hui avec une pluralité de réalités industrielles, puisqu'on a aussi de la sous-traitance aéronautique et d'autres activités
métallurgique. Une question, enfin plutôt une remarque, pour rebondir sur les propos de la personne qui était sur le territoire de Lorraine, qui parlait de ce nouvel outil fonds local de soutien en trésorerie qui n'était pas forcément plébiscité par les entreprises. Effectivement, les outils déployés par l'État ont répondu à un certain nombre de besoins, mais je pense qu'aujourd'hui, pour nombre d'entreprises, c'est plus une question de trésorerie, ce sera une question de solvabilité. Et je ne parle pas des entreprises vulnérables, celles qui ont des cotations plutôt faibles. Il y a un vrai enjeu, à l'instar de ce qui a été annoncé ce matin pour les TPE de moins de 10 salariés avec les annulations de charges, peut-être de réfléchir aussi sur une frange de TPE, PME, de politique de soutien fondée aussi sur des annulations de charges, parce que on ne recrée pas de l'industrie, on ne redéveloppe pas de l'industrie à partir du néant. Et c'est important, je pense, de maintenir, et on le vit nous sur nos territoires, ce réseau de TPE, PME qui interagissent et qui sont quelque part l'écosystème sur lequel on pourra reconstruire des projets industriels. Merci beaucoup, Monsieur Sanchez. Est-ce qu'on a un commentaire sur ce témoignage plutôt optimiste sur la reconstruction? Sinon, je vous propose qu'on se rapproche de la fin de cette web rencontre. Ce qu'on s'était dit avant même de la commencer, et puis vos témoignages nous apportent la confirmation, c'est qu'il serait bien sûr nécessaire d'en refaire une de ce même type plutôt autour du mois de juin, quand les choses auront un petit peu avancé en termes de déconfinement, de reprise de l'activité, et qu'on y verra un peu plus clair sur vos territoires, je l'espère, nous l'espérons, bien sûr. Donc, on vous donnera rendez-vous assez rapidement pour trouver une nouvelle date sur ce nouveau format. Je me permets de vous remercier tous. François Blouvac, Guillaume Basset, Laurent Troglic, merci beaucoup pour vos interventions. Merci Nicolas également, bien sûr. Un petit mot pour Lucas Chevrier et Johan Jacquet qui nous ont assistés en toute discrétion, mais très efficacement. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les prochaines webconférences sur la page dédiée de l'ADCF que vous pouvez retrouver en une de notre site. Et également, ça a été demandé par plusieurs d'entre vous, vous recevrez rapidement aujourd'hui ou demain l'ensemble des documents qui ont été diffusés aujourd'hui et puis ceux qu'on a pu évoquer, à la fois les plans d'accompagnement, les présentations, les articles sur la relance, etc. Vous devriez avoir tout dans vos emails, sinon ce sera disponible sur le site de l'ADCF. Voilà, merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Au revoir.